Bonjour, je suis Dr Khlil, maître assistante en pédiatrie, service EMC, EHS Pédiatrie, Canastel. Durant ce cours qui rentre dans le cadre de l'enseignement du module de pédiatrie, vous allez prendre connaissance de la conduite à tenir devant une douleur abdominale aiguë. Il s'agit principalement de la conduite à tenir devant un abdomen chirurgical aigu. La pathologie néonatale sera exclue de ce cours. Quels sont les objectifs pédagogiques? À la fin de ce cours, vous devriez être capable de reconnaître une douleur abdominale chez l'enfant, de poser un diagnostic étiologique à ces douleurs, mais surtout identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. Pour cela, nous aborderons la question selon le plan suivant. Nous commencerons par une introduction, définition, intérêt de la question. Nous verrons comment poser le diagnostic positif. Ensuite, comment faire une démarche diagnostique étiologique. En priorité, les urgences chirurgicales. Nous verrons dans le détail les plus fréquentes, c'est-à-dire l'appendicite aiguë, l'invagination intestinale aiguë et l'occlusion intestinale aiguë. Et enfin, nous terminerons avec les urgences médicales. Pourquoi on s'intéresse à la question? Tout d'abord, les douleurs abdominales aiguës sont un motif fréquent de consultation aux urgences pédiatriques. Les tableaux cliniques sont très variables, témoignant des étiologies diverses. Il faut savoir évoquer les différentes pathologies en tenant compte de l'âge du malade, d'où l'intérêt d'une bonne démarche diagnostique étiologique. L'intérêt est aussi de ne pas méconnaître une pathologie médicale ou chirurgicale nécessitant un traitement urgent. Donc, une douleur abdominale est une douleur localisée ou projetée au niveau abdominal. Quand on dit aigu, ceci signifie qu'il s'écoule moins d'une semaine entre le début de la symptomatologie et la première consultation. Donc, le diagnostic repose sur des éléments anamnéstiques et cliniques. Tout d'abord, l'anamnèse, donc il faut préciser les caractéristiques de la douleur, le début, le type, donc est-ce que c'est des crampes, des brûlures, des coliques, l'intensité, le siège, l'irradiation, le rythme dans la journée par rapport au repas, est-ce que c'est en préprandial, postprandial, les facteurs déclenchants et les signes fonctionnels associés tels que les vomissements, les troubles du transit, un arrêt des matières et des gaz, de la fièvre. C'est simple chez le grand enfant car il est en mesure d'exprimer sa douleur et préciser le siège de sa douleur. Par contre, chez le jeune nourrisson qui n'a pas encore de réponse verbale, il est difficile de faire le diagnostic. Et un des signes révélateurs sont les pleurs. Donc un nourrisson qui a mal pleure. Donc après, toujours dans l'anamnèse, il faut passer en revue les antécédents familiaux et les antécédents personnels, notamment rechercher un antécédent d'intervention chirurgicale. Donc, le diagnostic passe par un bon examen clinique. Donc, la base, c'est la sémiologie, l'inspection, donc la percussion, mais surtout, le pilier diagnostique, c'est la palpation de l'abdomen. Donc, une palpation superficielle, profonde, avec une main, avec deux mains. Donc, l'examen clinique par le biais de la palpation de l'abdomen
va préciser est-ce que c'est une douleur localisée, va rechercher une défense, une contracture. L'inspection rechercher une cicatrice abdominale. Explorer, donc il faut explorer les orifices herniaires et le contenu scrotal, faire un toucher rectal, rechercher des signes infectieux généraux, donc il faut faire un examen somatique complet, donc rechercher de la fièvre, l'altération de l'état général, et donc quand on dit examen général, c'est appareil par appareil. Donc au terme de cette anamnèse et examen clinique, vous allez faire ressortir les signes cliniques de gravité. Donc, est-ce que mon malade est grave ou pas? Et donc, quels sont ces signes cliniques qui doivent vous alarmer? Donc, la présence d'une hémorragie digestive, donc hématémèse, méléna, rectorragie. À l'examen clinique, vous allez retrouver une défense, une contracture abdominale, voire un ventre de bois, des troubles hémodynamiques, un état de choc avec donc une hypotension, tachycardie, un allongement du TRC, des signes de détresse vitale, des troubles neurologiques à type d'obnubilation, voire coma. Donc, toute douleur abdominale aiguë peut être le symptôme d'une urgence chirurgicale mettant en jeu le pronostic vital. Et donc, on doit rechercher toujours d'abord une étiologie à ces douleurs, et les premières causes à rechercher sont une urgence chirurgicale. Et donc, donc il ne faut pas passer à côté d'une urgence chirurgicale. Donc, quels sont les symptômes qui sont en faveur d'une urgence chirurgicale? C'est le caractère continu de la douleur. Donc, un enfant qui a tout le temps mal. La localisation fixe de la douleur à un endroit bien précis, loin de l'ombilic, non périombilical. Le caractère peu ou pas fébrile, c'est-à-dire c'est des enfants qui vont faire par exemple un 38, peu de fièvre ou carrément pas de fièvre. Un syndrome occlusif, vomissement, arrêt des matières et des gaz. Une anomalie à la palpation de l'abdomen, défense, contracture, une masse palpable et enfin des vomissements bilieux ou fécaloïdes. Donc tous ces éléments-là doivent vous alerter et témoignent de la présence d'une urgence. Donc vous êtes face à une urgence chirurgicale. Parmi ces urgences chirurgicales abdominales, l'appendicite aiguë est l'urgence chirurgicale la plus fréquente chez l'enfant. C'est une inflammation aiguë de l'appendice. Elle peut survenir à tout âge, mais c'est l'apanage surtout des enfants, des grands enfants de plus de 6 ans. Elle est exceptionnelle avant l'âge de 1 an. Donc, des rappels anatomiques s'imposent. Donc, l'appendice est un organe lymphoïde, borne, de forme vermiculaire et de longueur variable, en moyenne de 1 cm à la naissance jusqu'à 12 cm à l'âge adulte. Cet appendice est situé à la face interne du cécum, en dessous de la dernière anse iléale. Donc, c'est la position descendante latérocécale, au point de convergence des 3 bandelettes musculaires coliques. C'est un organe qui est richement vascularisé par l'artère appendiculaire et par la branche terminale de l'artère iléoséco-colo-appendiculaire. Donc les variations positionnelles de l'appendice, pourquoi on en parle? Parce qu'on va voir après que ça va avoir un impact sur les tableaux cliniques, et donc cet appendice va avoir sa position va dépendre de la position du cécum et ou de la position
l'appendice par rapport au sécom. Donc les variations de position du sécom, donc c'est selon le degré de rotation de l'anse intestinale primitive. Donc selon que donc on peut avoir, si le sécom est pelvien, l'appendice elle va être en position pelvienne, en position sous-hépatique ou carrément en fosse iliaque gauche. Deuxièmement, les variations de la position de l'appendice par rapport au sécom. Et donc la position la plus fréquente, c'est la rétro-sécale. Ensuite, il y a les positions pelviennes, mésocéliaques et sous-séreuses. Donc l'appendicite aiguë est une infection bactérienne aiguë se développant dans la lumière appendiculaire au contact de la muqueuse, puis s'étendant en différentes tuniques de la paroi. Il y a des facteurs favorisant l'obstruction de la lumière appendiculaire, tels que la stercolite, donc c'est une concrétion de matière fécale, donc qui vont se calcifier. Par ailleurs, vous avez l'hyperplasie lymphoïde ou une infection parasitaire. Donc, sur le plan anapathe, donc cette appendicite va évoluer sur plusieurs stades de gravité croissante. Donc, au début, c'est une appendicite, juste vous aurez une appendicite catarrhale, et donc elle est localisée. Après, donc atteinte de toutes les couches, c'est ce qu'on appelle la panappendicite. Et donc de là, vous aurez plusieurs stades de gravité croissante. L'appendicite, quand elle est localisée, donc c'est une infiltration muqueuse, c'est l'appendicite aiguë catarrhale. Ensuite, l'appendicite aiguë suppurée, donc c'est un abcès, un phlegmon, donc c'est un appendice qui est phlegmoneux, abcédé, ou voire donc ce qu'on appelle l'appendicite aiguë gangréneuse, où il y a la nécrose de la paroi appendiculaire. Donc, vous aurez d'abord un épicissement, abcès, et ensuite la péritonite, c'est-à-dire la rupture de l'abcès appendiculaire en péritoine libre. Ce qui est intéressant aussi sur cette plaque, vous voyez que donc on aura d'abord une infection muqueuse pariétale, mais en cas donc d'appendicite gangréneuse, il y a la nécrose des terminaisons nerveuses. Et de là, vous aurez une atténuation, voire disparition de la douleur. Et donc là, c'est une forme grave, c'est une forme dangereuse. Pourquoi? Parce que sur le plan local, c'est une complication grave, mais sur le plan clinique, vous aurez peu de symptômes. Parce que là, quand c'est une appendicite catarrhale ou pariétale, donc suppurée, l'enfant va se plaindre, il va avoir mal, mais là, du fait de la nécrose des terminaisons nerveuses, l'enfant ne va plus avoir mal. Et donc, c'est une forme dangereuse. Et c'est ce qu'on appelle l'absence de parallélisme anatomo-clinique. Donc, le diagnostic de certitude de l'appendicite est l'un des plus difficiles en chirurgie viscérale, et notamment chez le petit enfant. Donc, les formes cliniques vont dépendre du stade de l'évolution de l'appendicite aiguë, donc que ce soit un caractère compliqué ou non, et de la localisation de l'appendice et de l'âge de l'enfant. Le diagnostic doit être systématiquement évoqué devant un tableau d'occlusion fébrile. Donc, on est face à deux problèmes. Soit, donc, il faut éviter de faire le diagnostic tardivement, et aussi ne pas faire un diagnostic par excès, et donc une appendicectomie faite par excès, c'est une chirurgie quand même qui est assez lourde pour un enfant. Donc, le diagnostic d'appendicite aiguë repose sur des faisceaux d'arguments cliniques et paracliniques.
Donc les signes, donc l'examen clinique, vous aurez des signes fonctionnels parfois qui ne sont pas très spécifiques, mais toujours est-il, l'enfant va se plaindre de douleurs abdominales aiguës, spontanées. Parfois ça peut débiter au niveau de l'épigaste, puis elle va se localiser au niveau, donc c'est une douleur, dans l'appendicite aiguë, c'est une douleur de la fosse iliaque droite. Elle est permanente, fixée, d'intensité variable, mais souvent croissante, sans irradiation, en absence de forme compliquée. Et c'est une douleur, donc c'est une caractéristique, c'est une douleur qui est exacerbée à la marche. Donc ici associé des vomissements alimentaires, nausées, reflux alimentaire. Parfois on peut avoir des troubles du transit, donc c'est une diarrhée qui est réactionnelle, ou bien des signes témoignant d'une irritation vésicale telle que brûlure mictionnelle, impériosité mictionnelle. Donc là, la fièvre, vous voyez, elle est modérée, elle est inférieure à 38,5. Donc c'est l'une des caractéristiques des causes chirurgicales de la douleur abdominale. La langue qui est saburale, donc un dépôt, vous allez retrouver un dépôt blanchâtre avec un faciès septique, des yeux cernés, donc c'est un enfant qui est fatigué. Donc c'est l'examen clinique par le biais donc c'est la palpation par le biais de manœuvres qui va vous permettre de poser le diagnostic d'appendicite aiguë. Donc notamment rechercher le signe de McBurney, donc c'est une douleur à la compression de la fosse iliaque droite. Le signe de Blumberg, c'est une douleur à la décompression de la fosse iliaque droite. Et donc, ce qui est aussi caractéristique, c'est l'attitude en psoïtis, c'est-à-dire la flexion de la cuisse sur le bassin, d'extension douloureuse, qui est signe d'une irritation pariétale postérieure. Donc, une douleur à la palpation de la fosse iliaque droite, au point de McBurney, c'est une douleur qui est provoquée, apparaissant lors de la palpation. Vous allez aussi trouver une sensibilité accrue lors de la palpation, donc c'est un abdomen qui est sensible, ou bien une défense localisée en fosse iliaque droite ou généralisée, donc c'est la contraction de toute la paroi, donc c'est ce qu'on appelle, donc vous aurez carrément un empattement aussi de la fosse iliaque droite, voire la contracture, donc c'est une défense permanente et généralisée, c'est le ventre de bois qui est reflet d'une péritonite généralisée. Donc les tableaux cliniques qu'on a vus dans le rappel anatomique vont varier en fonction de la localisation de l'appendice. Et donc, quand l'appendice est rétrocécal, vous aurez des signes abdominaux qui sont frustes, le psoïtis, et donc des douleurs de la fosse iliaque droite majorée en décubitus latéral gauche. Si l'appendice est pelvien, vous aurez beaucoup plus des diarrhées, de la dysurie, des brûlures mictionnelles, un ténesme rectal. Si l'appendice est sous-hépatique, c'est les vomissements qui sont fréquents et une douleur de l'hypocondre droit. Enfin, l'appendice mésocéliaque, vous aurez un ileum réflexe, un tableau, ce qu'on appelle un tableau d'occlusion fébrile. La clinique va aussi varier en fonction du stade de gravité. Et là, donc, au début, vous aurez juste une douleur spontanée en fosse iliaque droite et une sensibilité de la fosse iliaque droite. Donc après l'évolution, vous aurez des signes d'irritation péritonéale, abdominale et pelvienne, une altération de l'état général, une déshydratation, la fièvre va s'élever, un faciès cireux, donc et à l'examen, la défense, la contracture. Si c'est donc en intermédiaire, l'abcès appendiculaire,
vous aurez à l'examen clinique des signes de sepsis, un faciès septique bien sûr, mais une masse empho-cœliaque droite avec une douleur, une défense qui est localisée. Les tableaux cliniques aussi en fonction de l'âge. Donc on a vu que l'appendicite du nourrisson est rare. C'est un diagnostic difficile car fréquemment on va retrouver de la diarrhée et là les appendices sont ectopiques et donc ça pose beaucoup plus un problème de diagnostic différentiel avec l'invagination intestinale aiguë qu'on va détailler par la suite. Donc le diagnostic d'appendicite aiguë chez l'enfant de moins de 4 ans est difficile et souvent retardé. Donc, l'appendicite aiguë son diagnostic passe par un examen clinique répété. Et donc, il vaudrait mieux que ça soit fait par le même praticien. Et donc, au moindre doute, donc c'est souvent la modification de la palpation abdominale qui oriente vers la décision opératoire. Donc, sur le plan paraclinique, les examens paracliniques qui sont guidés par l'examen clinique. Donc, on va faire une numération de la formule sanguine à la recherche d'une hyperleucocytose apolynucléaire neutrophile. On va retrouver une augmentation de la C-réactive protéine, mais une CRP normale n'élimine pas le diagnostic. Bien sûr, on va faire un bilan préopératoire, une hémostase, un groupage sanguin, et bien sûr, si vous avez vu qu'on a des cas où il y a de la déshydratation, il faut faire un ionogramme sanguin. Donc sur le plan radiologique, un abdomen sans préparation debout de face on va avoir des signes d'orientation. Surtout donc rechercher une stercolite appendiculaire qui est très pathognomonique mais qui n'est pas toujours présente. Donc l'échographie abdominopelvienne et la tomodensitométrie abdominopelvienne, ils ne sont pas systématiques, donc c'est surtout un diagnostic clinique. Mais bien sûr l'échographie, on demande l'échographie quand même, on va voir le rôle de l'échographie dans le diagnostic. Le scanner est contributif chez l'enfant obèse. Il permet d'établir un diagnostic différentiel. Donc l'échographie qui a quand même un rôle dans le diagnostic positif de l'appendice et les signes échographiques à rechercher sont une augmentation du diamètre, donc plus de 6 mm, et un épaississement donc pariétal supérieur à 3 mm. Et vous allez retrouver aussi une douleur au passage de la sonde, comme signe indirect, une infiltration de la graisse. Donc parfois, on peut retrouver carrément un abcès. Donc les signes cliniques, on a vu l'épaississement appendiculaire, la stercolite, l'infiltration de la graisse périappendiculaire, l'abcès. Donc on peut retrouver un abcès, un épanchement ou carrément donc un syndrome occlusif. Donc chez ce garçon de 8 ans qui présente des douleurs abdominales avec fièvre depuis 3 jours, fièvre à 39, une hyperleucocytose à 29 000, une augmentation de la CRP à 58, l'échographie a permis de retrouver un plastron appendiculaire avec abcès. Donc ces douleurs abdominales, donc on peut poser le diagnostic d'appendicite aiguë, mais il faut savoir que beaucoup de pathologies peuvent donner le même tableau. Donc les pathologies, qu'elles soient médicales ou chirurgicales,
donc une pneumonie, une adénolymphite mésentérique, l'invagination intestinale aiguë. Donc il faut, en cas de position pelvienne de l'appendice, donc une pathologie annexielle doit être éliminée, une torsion testiculaire. Si vous avez des signes, par exemple, on a vu les brûlures mictionnelles, l'impériosité mictionnelle, ça peut être une infection urinaire ou une neuropathie malformative. Donc, c'est votre examen clinique, votre interrogatoire, et guidé par des examens paracliniques qui peuvent vous permettre d'éliminer tous ces diagnostics différentiels. Seulement, il y a un diagnostic assez difficile à éliminer, c'est ce qu'on appelle l'adénolymphite mésentérique. Donc l'adénolymphite mésentérique va donner le même tableau que l'appendicite aiguë. C'est une infection virale responsable d'adénopathie mésentérique, donc le tableau est similaire à l'appendicite. Seulement, l'évolution, donc elle est fréquente chez l'enfant. L'évolution, donc, elle est très favorable, donc c'est un excellent pronostic. Donc, il y a régression de la symptomatologie par rapport à l'appendicite. Et le diagnostic, donc, doit être porté avec prudence. Parce que si, au risque grave de méconnaître une appendicite, donc on va dire cet enfant a une adénolymphite mésentérique, alors que peut-être qu'il a vraiment une appendicite. Donc, il faut savoir porter ce diagnostic avec prudence. Donc, je préfère qu'on hospitalise le malade, on le surveille. Si l'évolution favorable, c'est bon, on fait sortir le malade. Mais si c'est un tableau d'appendicite aiguë, l'évolution va être très en faveur et l'enfant risque de compliquer. Donc, il vaudrait mieux hospitaliser l'enfant, le surveiller et agir en fonction de l'évolution. Donc, on a posé le diagnostic d'appendicite aiguë. Il faut prendre en charge cet enfant en urgence avant qu'elle ne se complique. Donc, la prise en charge repose sur l'intervention chirurgicale. C'est l'appendicectomie. Le but, donc on va enlever l'appendice, donc c'est l'appendicectomie. On fait une toilette péritonéale et bien sûr on fait une exploration abdomino-pelvienne. S'il y a des troubles hydroélectrolytiques, il faut les corriger voilà. Selon que l'appendicite aiguë soit compliquée ou non, donc la voie d'abord elle va être différente. Des gestes supplémentaires, donc quand l'appendicite aiguë, la voie est plus large. Vous allez faire une toilette donc péritonéale, essayer d'extraire la stercolite, faire un drainage péritonéal. Dans les deux cas, essayer de faire un prélèvement bactériologique du liquide intrapéritonéal et l'antibiothérapie elle est indiquée donc dans l'appendicite aiguë. Donc c'est une bithérapie à large spectre pendant 5 à 10 jours. Donc en post-opératoire, il faut surveiller l'enfant sur le plan clinique, la température, la reprise du transit, la tolérance alimentaire et bien sûr la palpation de l'abdomen. Et sur le plan inflammatoire, décroissance de la CRP, la cicatrice, donc bien sûr le changement de pansement et l'aspect du liquide de drainage. Donc il faut penser à une appendicite aiguë devant toute douleur abdominale de l'enfant, même dans ses aspects les plus trompeurs. L'échographie permet le diagnostic, bien sûr c'est l'examen clinique qui est la clé du diagnostic. Et donc, devant toute suspicion d'appendicite aiguë, ne pas hésiter à faire une appendicectomie, doit être faite en urgence. Et bien sûr, avoir en tête que l'appendicectomie n'est pas un geste banal, donc il faut bien sûr bien poser l'indication de ce geste chirurgical.
Passons à la deuxième cause fréquente d'urgence abdominale chirurgicale chez l'enfant, et notamment chez le nourrisson, c'est l'invagination intestinale aiguë. Donc c'est une affection qui touche principalement le nourrisson. Les signes cliniques peuvent être trompeurs et entraîner un retard diagnostique aux conséquences gravissimes. Donc elle est quand même fréquente chez le nourrisson. L'âge de survenue, c'est entre 2 mois et 2 ans, avec un pic de fréquence entre 4 et 6-9 mois selon les séries, rarement en période néonatale. Elle est plus fréquente chez le garçon. Elle est le plus souvent iléocolique. Il a été noté un pic saisonnier d'invagination intestinale aiguë. Donc au moment, c'est des périodes d'épidémie virale qui coïncident avec des gastro-entérites aiguës ou des infections respiratoires. Quand elle survient après 2 ans, donc dans 10% des cas, elle survient après 2 ans, elle est alors le plus souvent secondaire à une pathologie initiale, locale ou générale. Donc c'est une affection qui est trop souvent méconnue, qui nécessite un diagnostic rapide afin de ne pas mettre en jeu le pronostic vital. Seule l'amélioration des conditions sanitaires et la connaissance clinique de l'invagination intestinale aiguë par les acteurs de santé permettront de réduire la gravité de cette affection. Donc, quels sont les mécanismes physiopathologiques qui expliquent ces redoutables complications? Donc, la paroi intestinale se replie en doigt de gant, parfois sur plusieurs centimètres, entraînant une compression des vaisseaux irriguant la paroi intestinale. Donc, il en résulte la constitution progressive, donc on va avoir des phénomènes inflammatoires, de l'œdème et une ischémie de cette paroi en raison de la compression des morceaux de mésentère. Il y a un arrêt du péristaltisme avec constitution d'un syndrome occlusif, et si aucune désinvagination ne se produit, progressivement la paroi intestinale va se nécroser avec le risque d'une perforation intestinale et d'un sepsis gravissime. Donc les étiologies en fonction de l'âge, donc entre 2 ans et 3 ans, elle est idiopathique par stimulation des plaques de PR dans la région iléocécale, mais après 3 à 4 ans, donc 20 à 30% des cas, elle est secondaire à une adénolymphyte mésentérique, à des polypes du grêle, diverticules de Meckel, donc il y a toujours une étiologie qui est retrouvée secondaire donc à cette invagination intestinale aiguë. Donc il faudra savoir évoquer ce diagnostic très rapidement et mettre tout en œuvre pour l'objectiver le plus rapidement possible. C'est la seule garantie d'une éventuelle évolution bénigne. Donc, comment faire le diagnostic d'invagination intestinale aiguë? Donc, ceci passe par un bon interrogatoire. Donc, il est capital pour poser le diagnostic. Donc, on va rechercher ces signes qui orientent vers l'invagination intestinale aiguë. C'est les crises de pleurs. Donc, c'est assez typique. Ces crises de pleurs, donc le bébé est calme. Subitement, il se met à hurler. Et vraiment, les parents sont alertés. La maman vous dit qu'il n'a pas l'habitude de pleurer comme ça. Donc, pendant 1 à quelques minutes, puis il d'hurler brutalement et reprend une activité normale. Donc, c'est très caractéristique. C'est des crises de pleurs. Donc, ces crises vont survenir à plusieurs reprises. Au fil des heures, elles sont de plus en plus rapprochées et durent plus longtemps. En fin de crise, l'enfant est de plus en plus fatigué. Sinon, il est très pâle et donc on sent qu'il est fatigué.
l'enfant n'est pas fébrile, au début il n'est pas déshydraté, et puis l'état général de l'enfant se dégrade, il ne joue plus, il est pâle, donc on sent donc, cet enfant a un problème. Donc après, l'enfant sur le plan alimentaire va très rapidement, il va refuser de s'alimenter, va refuser le sein, le biberon, il ne va plus pouvoir s'alimenter, va commencer à faire des vomissements qui vont devenir bilieux, traduisant un syndrome occlusif. Un autre signe très caractéristique, mais qui traduit le caractère déjà évolué de l'invagination, c'est les rectorragies. Donc ça veut dire qu'on est en stade d'ischémie, voire de nécrose. Donc ça va être soit des selles glérosanglantes, comme une gelée framboise. Il faut toujours rechercher, donc il faut toujours demander à un enfant qui pleure, il faut toujours demander l'aspect des selles. Il faut savoir, dans votre examen clinique, examiner la couche et voir l'aspect des selles. Au moins, recherchez, vous allez peut-être trouver des filets de sang. Donc l'examen clinique, la palpation de l'abdomen. Si vous allez examiner votre enfant entre les deux, donc en période d'accalmie, l'abdomen est normal. Donc après, il faut savoir réexaminer l'enfant et vous allez trouver ce qu'on appelle le boudin d'invagination. C'est ce boudin d'invagination, comme vous le voyez ici, il va traduire la lutte des anses intestinales. Et il va siéger, donc vous allez le retrouver, c'est comme une masse que vous allez retrouver le plus souvent au niveau de la fosse iliaque droite. Quand on le retrouve, c'est le signe de diagnostic, donc il est assez pathognomonique et impose une prise en charge en urgence. Si l'enfant est vu tardivement, il peut également présenter des signes de déshydratation aiguë. Le tableau pouvant alors donner, donc ça peut prêter à confusion. Si vous avez de la déshydratation en période de gastro-entérite, ça peut prêter à confusion avec une gastro-entérite aiguë d'origine virale, telle que le rotavirus. L'abdomen sans préparation montrera un abdomen qui est faiblement aéré, avec un contenu fécal pauvre. Et un signe très caractéristique, ce qu'on appelle la pince de Homa, c'est l'empreinte du boudin d'invagination qui est très caractéristique, c'est ce qu'on appelle la pince de Homa. On va aussi retrouver des signes indirects d'occlusion intestinale, avec des onces grêles, dilatée et voire présence de niveau hydroaérobique en amont de l'invagination. Seulement, un ASP normal n'élimine pas le diagnostic. Donc, l'échographie abdominale est l'examen de choix, facilement réalisable, n'entraînant pas d'irradiation et va être très contributif dans le diagnostic et va montrer l'aspect d'image en cocarde. Et donc c'est une anse qui est hypoéchogène avec l'anse invaginée qui est centrale avec un mésentère qui est hyperéchogène, donc c'est la structure digestive qui est invaginée. Donc on peut obtenir la désinvagination, donc le traitement, donc la prise en charge, donc le traitement de cette invagination, c'est la désinvagination. On peut l'obtenir sous imagerie, par exemple un lavement baryté va avoir un but diagnostique et aussi va nous permettre la désinvagination, donc ce qu'on appelle la désinvagination sous imagerie. Et la deuxième possibilité, donc c'est tant mieux si on obtient une désinvagination sous imagerie, mais souvent le cas, donc la réduction chirurgicale
s'impose, ou bien donc si carrément on a un tableau compliqué, donc il faut opérer. Les suites opératoires, elles sont en fonction de l'attitude thérapeutique adoptée avec reprise de l'alimentation progressive. Donc, l'invagination intestinale aiguë peut être une pathologie bénigne à la condition d'un diagnostic et d'une prise en charge rapide. En revanche, en l'absence de diagnostic rapide, son pronostic est effroyable. Un seul principe à retenir, c'est que devant tout épisode de pleurs paroxystiques violents, avec refus d'alimentation, rectorragie, il faut de principe poser le diagnostic d'invagination intestinale aiguë. Donc il vaudrait mieux poser ce diagnostic par excès que par défaut. L'exclusion de tout autre diagnostic, et donc il faut tout mettre en œuvre pour une prise en charge médico-chirurgicale pédiatrique en urgence. Autre urgence abdominale chirurgicale à rechercher devant des douleurs abdominales aiguës, c'est les péritonites. Donc le diagnostic est avant tout clinique. Vous allez avoir de la fièvre à 39-40, une dégradation rapide de l'état général, des vomissements alimentaires pubilieux, un arrêt des matières et des gaz, mais surtout c'est la contracture, le ventre de bois. Donc là, c'est une urgence médico-chirurgicale. Une autre urgence chirurgicale, c'est l'occlusion intestinale, qui est définie comme étant un empêchement à la progression aborale du contenu intestinal, du fait soit d'un obstacle mécanique, soit de la faillite de l'activité musculaire intestinale. Donc il va y avoir un arrêt complet et permanent du transit intestinal qui peut siéger de l'angle duodéno-jéjunal jusqu'au rectum. Donc c'est une affection, c'est une urgence chirurgicale des plus fréquentes et des plus graves. Elle se voit à tout âge, mais elle est plus grave aux âges extrêmes de la vie. Son diagnostic est facile. L'imagerie occupe une place très importante dans le diagnostic. Les étiologies sont très variées. C'est une urgence grave et le retard de diagnostic et du traitement va être à l'origine de lésions intestinales irréversibles et de troubles métaboliques sévères, d'où l'intérêt d'un diagnostic précoce et surtout d'une prise en charge chirurgicale en urgence. Donc les occlusions peuvent être sur volvulus, sur bride, sur sténose. Donc les mécanismes physiopathologiques de cette occlusion sont soit l'obstruction, qu'elle soit intrinsèque ou extrinsèque, ou une obstruction sur bride. Le deuxième mécanisme, c'est la strangulation, soit due à un volvulus, une invagination ou une compression bride serrée. Donc ces différents types d'occlusion et selon donc la localisation, les étiologies, elles vont être très différentes, soit des maladies inflammatoires, maladies de Crohn, post-radique, oncologique, une sigmoïdite, l'hybride. Donc le diagnostic, là aussi, c'est avant tout clinique, c'est les douleurs abdominales. C'est le symptôme le plus précoce. Elles sont d'installation brutale, permanente. Et une des caractéristiques, c'est le caractère rythmique, qui traduit la lutte de l'intestin contre l'obstacle sous-jacent. Le deuxième signe, c'est les vomissements. Donc au début, on a des nausées. Après, c'est des vomissements. Donc ils sont très fréquents
et leur nature va être différente en fonction de la localisation de l'obstacle. Au début, c'est des vomissements qui sont alimentaires, puis bilieux, et puis ils deviennent fécaloïdes à un stade avancé. L'arrêt des matières et des gaz, c'est le maître symptôme. On peut aussi retrouver le météorisme abdominal. Une occlusion haute peut s'accompagner d'émissions de sel secondaires à la vidange de l'intestin sous-jacent. L'arrêt des matières et des gaz est au premier plan et précoce dans les occlusions coliques. Donc là, quand vous allez, donc c'est l'arrêt des matières et des gaz qui est assez typique. Mais si vous trouvez, donc si ce qu'on appelle là, quand on va avoir une émission de sel, donc c'est ce qu'on appelle, c'est une débâcle diarrhéique, c'est une fausse diarrhée. Donc il faut pas, parce que parfois certains médecins vont dire non, il n'y a pas d'arrêt des matières, il a de la diarrhée. Donc là, c'est une débâcle diarrhéique. Donc dans l'occlusion, on va avoir un arrêt des matières et des gaz. La distension abdominale, elle est tardive, mais constitue le signe prédominant en cas d'occlusion colique. L'ASP qui va retrouver les niveaux hydroaériques, qu'ils soient gréliques ou coliques. La TDM qui va avoir un apport dans le diagnostic, mais surtout un diagnostic étiologique et afin d'établir le retentissement de cette occlusion. Donc toute douleur abdominale aiguë avec des vomissements bilieux est une urgence chirurgicale jusqu'à preuve du contraire. Toute douleur abdominale avec une cicatrice de la parotomie doit faire évoquer en premier lieu une occlusion sur bride. D'autres causes chirurgicales, le diverticule de Meckel, il est rarement retrouvé, mais savoir l'évoquer. L'hernie étranglée, donc l'hernie, notamment l'hernie inguinale. Donc il faut rechercher une tuméfaction, des douleurs bien sûr, des vomissements, des signes d'occlusion, mais surtout ce qui est caractéristique, c'est une tuméfaction qui est irréductible, parfois avec cyanose, et donc là c'est l'urgence, donc il faut réduire et éventuellement faire une intervention chirurgicale. La torsion du testicule, donc toute douleur scrotale nécessite un avis chirurgical urgent. Une douleur abdominale avec une bourse vide homolatérale doit faire évoquer une torsion de testicule ectopique. Donc on a vu les urgences chirurgicales abdominales les plus fréquentes, bien sûr. Ne pas oublier que l'ulcère perforé, ça existe chez l'enfant, mais c'est rare. Les lithiases urinaires et biliaires, mais surtout, il faut savoir évoquer une grossesse extra-utérine, notamment, donc, c'est les urgences gynécologiques chez la grande fille, chez l'adolescente. Donc, toute douleur abdominopelvienne chez la grande fille ou l'adolescente doit vous faire penser à une urgence chirurgicale et faire pratiquer une échographie pelvienne en urgence. Donc si l'on récapitule, l'interrogatoire, l'examen clinique bien mené vont vous faire ressortir les signes d'organicité, et donc on recherche d'abord une cause chirurgicale. L'interrogatoire aussi, il faut rechercher toujours cette notion de traumatisme abdominal, à la recherche d'hémorragie, de perforation d'organes. Mais donc à côté de ces causes chirurgicales, il y a les causes médicales qui sont
assez fréquentes. Donc vous voyez dans cette étude, les causes médicales représentent les 89% des causes de douleur abdominale aiguë chez l'enfant. Seulement, malgré leur rareté, les causes chirurgicales sont les plus graves. Donc, quelles sont les causes médicales? Donc, toujours prendre, quand on a une douleur abdominale aiguë, il faut vérifier que votre enfant, peut-être qu'il fait de la fièvre. Donc, si cette douleur s'associe à la fièvre, il faut rechercher une infection orale, une angine. Donc, une angine peut donner une douleur abdominale, une pneumopathie, une infection urinaire. Donc, on va voir bien sûr les autres signes, mais il faut savoir faire une bandelette urinaire, une cyto-urinaire devant toutes. C'est une des causes fréquentes chez l'enfant. Les colites inflammatoires, l'hépatite A, les pancréatites aiguës. Le diabète, quand il est inaugural, on en a eu des cas, douleur abdominale révélant un diabète. Les tumeurs, donc les tumeurs abdominales, néphroblastomes, neuroblastomes. Si vous avez des douleurs épigastriques, ça va évoquer le diagnostic d'œsophagite, de gastrite, d'ulcère gastro-duodénal et surtout la pancréatite. Donc la pancréatite aiguë, c'est une urgence médicale. Donc les autres causes, c'est l'APLV, l'allergie aux protéines de lait de vache, l'HTA, donc l'HTA, un des signes révélateurs de l'HTA, donc c'est les douleurs abdominales, les vomissements, le purpura rhumatoïde, donc le purpura rhumatoïde, pardon. Donc dans le purpura rhumatoïde, donc normalement vous avez un cours sur ça. Dans le purpura rhumatoïde, vous avez la triade, purpura, douleur abdominale, arthralgie. Et parfois, le tableau, les douleurs abdominales précèdent la survenue du purpura. Donc vous allez recevoir un enfant qui a des douleurs abdominales et ce n'est que par la suite que le purpura va apparaître. Donc bien sûr, c'est votre examen clinique qui va vous permettre de poser le diagnostic, bien sûr, avec les autres arguments paracliniques. La drépanocytose, qui est une maladie hématologique et où le malade peut se présenter pour des crises véno-occlusives. La migraine, donc il y a ce qu'on appelle la migraine abdominale, qui peut prêter à confusion. Donc l'hypoglycémie et donc les malformations pyélo-urétrales. Donc les étiologies, elles sont très diverses. Donc après, vous avez dans les causes médicales les causes fonctionnelles. Les causes fonctionnelles, il faut les évoquer qu'après avoir éliminé toutes les causes organiques. Hein. Donc c'est un diagnostic d'élimination. Donc et les coliques du nourrisson sont très fréquents, donc surtout chez les jeunes nourrissons. Et donc là, c'est une pathologie qui est très fréquente, mais bien sûr, il faut savoir éliminer les causes, d'abord les causes organiques. Après, vous avez les causes psychogènes, donc il y a des enfants qui vont somatiser, donc lors de conflits psychologiques, le premier signe qui va apparaître, c'est les douleurs abdominales. Par exemple, j'avais un enfant qui avait une angoisse, une phobie de l'école, et la mère l'a ramené pour des douleurs abdominales. L'examen clinique était tout à fait normal. On a fait certains examens paracliniques, mais l'interrogatoire nous a permis de retrouver cette phobie et la prise en charge psychologique de cet enfant a permis de rétablir et de guérir cet enfant. On n'avait plus mal après une prise en charge psychologique
et la disparition de cette phobie de l'école. Donc il faut savoir évoquer les causes psychogènes. Bien sûr, là aussi, c'est après avoir éliminé les causes organiques. Donc vous voyez un petit peu que la démarche diagnostique va vous permettre d'abord d'éliminer tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est les causes chirurgicales. Donc c'est les plus malgré leur rareté, donc c'est les plus graves. Et pour les causes médicales, d'abord vérifier que votre enfant est fébrile, et là vous avez vos diagnostics à évoquer. Les causes, vous voyez un petit peu qu'il y a des causes extra-digestives, et les causes fonctionnelles restent le diagnostic, un diagnostic d'élimination. Donc il faut toujours prendre en considération l'âge de l'enfant. Donc les étiologies vont dépendre de l'âge de l'enfant. Donc en conclusion, les douleurs abdominales aiguës, c'est des symptômes fréquents en consultation de pédiatrie, et notamment aux urgences pédiatriques. Malgré donc les causes médicales qui sont les plus fréquentes, qu'elles soient abdominales ou extra-abdominales, les causes chirurgicales, c'est notre hantise, et donc c'est des urgences à ne pas rater et à rechercher en priorité. Une appendicite aiguë, une invagination intestinale aiguë, péritonite, occlusion. Tout l'intérêt d'une bonne démarche diagnostique et d'une prise en charge